Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, l'ancien conseiller l'Élysée Gaspard Ganzer, l'économiste Daniel Cohen et la journaliste Christine Ockrent. C'était juste avant que Merkel n'échoue à former une coalition. Un temps béni pour tous les europhiles soucieux du fameux couple franco-allemand. Le temps du pas de deux, harmonieux entre l'expérimentée chancelière allemande et le jeune président français. Au premier temps de la valse, il avait vraiment besoin d'elle, le nouveau chef d'État, qui entendait à ses côtés démocratiser l'Europe, renforcer la solidarité entre les États membres, améliorer la gouvernance de l'euro et harmoniser la politique d'asile. Au deuxième temps de la valse, Emmanuel Macron se retrouvait bien obligé de ralentir la cadence, le temps que la situation allemande se débloque, pour savoir si la même musique pourrait continuer d'être jouée en Europe. Et le troisième temps alors, à quoi ressemblerait-il ? Dans l'attente d'une coalition ou de nouvelles élections, une valse à 3 temps comme chantait Brel, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours. Cette fois, ce n'est plus une valse, mais une ronde qui ne tourne plus. Cette ronde dans laquelle le candidat Macron voulait faire entrer pendant sa campagne les maires et autres élus locaux. Une ronde qui aurait réconcilié Paris et sa province, car il disait, le sémillant marcheur, vouloir s'appuyer sur des maires disruptifs qui, à l'image de Gérard Collomb à Lyon, savaient, pour le bien d'un territoire, faire travailler ensemble majorité et opposition, se souvenant avec Alain Juppé qu'une nouvelle ligne de tramway n'est ni de droite ni de gauche. À ces maires, Macron promettait un nouveau pacte girondin, un nouvel acte de la décentralisation. Et puis finalement, les édiles ne sont pas entrés dans la danse du président élu, et ils l'ont dit cette semaine au Congrès annuel des maires de France. Suppression de la taxe d'habitation, des emplois aidés, 13 milliards d'économies demandées aux collectivités en 5 ans, un nouveau président sans expérience d'aucun mandat local, taxé par ses opposants d'énarchisme et de technocratisme. Et si la France était plus que jamais malade de son jacobinisme ? Des maires en colère parce que nous attendons des réponses précises lors de ce congrès de la part du gouvernement. Les réponses précises, en un mot, les maires sont au service de tous les concitoyens. Et aujourd'hui, l'État participe, comme ça a été fait par le passé, mais plus amplement, à un petit jeu de massacre. Il faut que ça s'arrête, parce que nos concitoyens ont besoin d'être épaulés, pas de participer à un jeu de massacre, surtout des plus petites communes. Ce qui me préoccupe le plus, c'est des positions brutales, comme celles que nous avons eues sur les emplois aidés, par exemple. On a un garçon qui rentrait de vacances, il pensait que son contrat était prolongé d'1 an, une personne en situation de handicap, on lui a dit lundi tu prends ta Pôle emploi. On ne veut plus ça. Il y a toujours eu des zones de frottement entre l'État centralisateur et les communes, mais aujourd'hui on arrive aux limites de l'exercice qui mettent en cause la décentralisation, c'est-à-dire une certaine idée de la liberté locale. Et là-dessus, évidemment, le président de la République est très attendu. Un président Macron très attendu par les élus locaux. Il leur a annoncé jeudi soir dans un long discours une refonte en profondeur de la fiscalité locale à l'horizon 2020. « J'ai besoin de vous », a-t-il martelé après s'être fait siffler à son arrivée porte de Versailles. Mais le président est resté ferme, notamment sur le sujet controversé de la taxe d'habitation. C'est profondément injuste cet impôt. Alors pourquoi le défendre ? Il est injuste socialement. Il est injuste socialement parce qu'il est aveugle sur la capacité contributive. Parce que pour une même surface, dans les 3 exemples que j'ai donnés, on peut gagner 2 SMIC ou 5 SMIC, on va payer la même taxe d'habitation. Ça n'est pas juste. Et d'ailleurs, nos concitoyens qui le vivent comme ça ne considèrent pas que ce soit juste. Mais ce n'est pas juste pour les classes moyennes. Parce que d'ores et déjà, c'est un impôt dont 30% est payé par l'État. Donc ne découvrons pas les choses. Pour les classes populaires, cet impôt, il est déjà payé par l'État. Donc vous-même, lorsque vous protestez contre ce remboursement par l'État de 80%, vous semblez oublier que 30% est d'ores et déjà payé par l'État. Parce que des mesures de justice ont auparavant été prises. Mais qui, aujourd'hui, est la victime de cet impôt ? Les classes moyennes françaises. C'est ça la réalité. C'est les classes moyennes, comme souvent. Donc pour toutes ces raisons, je l'assume totalement et le gouvernement l'applique strictement. Sur 3 années, la taxe d'habitation sera supprimée en 3 tranches pour 80% de la population française. Bienvenue dans l'Esprit public, Gaspard Ganzer. Bonjour.
Vous venez de passer 5 ans à l'Élysée, au cœur de la machine étatique, bien sûr, comme conseiller de François Hollande. François Hollande, à qui les élus locaux avaient beaucoup reproché aussi ces coups de rabot dans leur budget, l'accusant de prendre les collectivités locales comme variable d'ajustement. Est-ce que vous le comprenez aujourd'hui, de nouveau, le blues des élus locaux français? Est-ce que vous considérez que la tentation jacobine française l'emportera toujours, de par notre Constitution, sur le projet girondin et décentralisateur? Je pense que la tendance jacobine est très forte en France, elle est très forte chez les élus nationaux. Et c'est vrai que le non-cumul des mandats, qui est une bonne chose, va accentuer cette tendance, parce que maintenant les élus, une fois à Paris, vont avoir tendance à chercher des économies partout, et notamment dans les collectivités territoriales. Je crois qu'à l'époque de François Hollande, il y avait deux forces qui agissaient en même temps et qui pouvaient sembler contradictoires. D'un côté, effectivement, des économies importantes qui avaient été demandées aux collectivités territoriales pour financer ce qu'on appelait à l'époque le pacte de responsabilité et améliorer la compétitivité des entreprises. Et en même temps, une volonté de renforcer les territoires avec, d'une part, la constitution de 13 grandes régions, et d'autre part, la création des métropoles. Et un effort qui avait été fait par ailleurs par la ruralité. Mais moi-même, je n'avais pas toujours été très à l'aise avec l'idée de demander parfois des économies douloureuses sur l'investissement ou le fonctionnement aux collectivités territoriales. Et donc, je ne suis pas plus à l'aise aujourd'hui par ces efforts massifs demandés aux collectivités territoriales par le nouveau président de la République et son gouvernement, parce que je crois que l'époque est à la proximité, à la confiance dans les élus locaux. Et moi, si je suis parisien, je ne suis pas parisien tendance jacobin, je suis parisien tendance communard. Et je crois à l'autonomie des collectivités territoriales. Et c'est un bien sacré qu'il faut savoir protéger. Il y a une maladie française du jacobinisme, Sylvie Kaufmann? Oui, certainement. C'est une tradition qui est très forte, mais et que d'une certaine manière, on peut facilement accuser Emmanuel Macron d'incarner, parce que c'est le premier président de la République sous la Ve République, en tout cas, qui à part le général, qui n'est pas été élu local, oui, exception de taille. Il y a eu un temps où on célébrait la victoire de l'élection à la présidence à Chamalières, à Château-Chinon, à Tulle. Là, il n'y a pas de fief électoral. Voilà, là, on a eu le Louvre et l'hymne européen. Donc, c'est une autre des ruptures macroniennes, si je puis dire. Alors, je pense qu'il en était conscient, puisque pendant la campagne, il a assez bien identifié les fractures françaises. Je me souviens d'une interview, je ne sais plus laquelle, où il identifiait les trois France: la France des métropoles, des gens qui sont à l'aise avec la mondialisation, la France des banlieues qui aspire sans doute à réussir aussi dans cette mondialisation, mais qui se heurte à des tas d'obstacles, et puis la France périphérique, c'est la France rurale, la France des petites villes, et qui, elle, est vraiment celle des laissés pour compte et réservoir notable de voix du Front National. Et à nouveau, pendant la campagne et le jour de son élection, Emmanuel Macron a bien dit qu'il ne fallait pas perdre ça de vue, ces 11 millions de voix du Front National. Alors, il a lancé l'idée du pacte girondin, et puis voilà, il y a eu la préparation du budget, les 13 milliards d'économies à faire, les polémiques sur l'aide publique au logement, les emplois aidés que vous avez cités. Et on est arrivé à cette situation cette semaine totalement crispée, où les maires sont très mal. Enfin, une grande partie d'entre eux. Il faut voir aussi que la fonction de maire a énormément évolué. Il y a la montée des intercommunalités, qui a profondément changé leur travail, qui a enlevé pas mal de compétences aux municipalités, surtout les petites. Il y a le non-cumul des mandats, qui explique aussi qu'on a maintenant une Assemblée nationale où il n'y a plus de maires. C'est la première fois, je crois. Donc, ils se sentent sous-représentés aussi dans la représentation nationale. Donc, tout ça fait un panorama qui fait que, oui, la tendance dresse un tableau qui fait que, la tendance jacobine est toujours assez puissante. Mais bon, on reviendra sans doute sur ce congrès des maires qui ne s'est pas tout à fait passé comme on avait prévu. C'est-à-dire que je trouve qu'on a encore eu un exercice macronien assez extraordinaire. Il a vu monter le mécontentement et la frustration, les difficultés, parce qu'il y a une vraie complexité très profonde du travail des maires aujourd'hui. En même temps,
en même temps, les maires sont toujours des gens qui sont au contact de la population. Et je crois que dans les sondages, dans les études d'opinion sur le niveau de confiance accordé aux élus, c'est encore les maires qui gardent le meilleur niveau, contrairement aux élus nationaux. Donc, il sait tout ça. Et il a fait très attention de déminer le terrain. D'abord, avec une méthode que maintenant on commence à connaître. Il a reçu beaucoup de gens. Il a mis en action 2 anciens grands-maires qui sont Édouard Philippe, maire du Havre, et Gérard Collomb, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, mais ancien maire de Lyon. Il a mis aussi à la manœuvre Jacqueline Gouraud, qui est ministre des collectivités locales, sénatrice pendant de longues années. Et qui a été un pilier au Sénat pendant 25 ans de tout ce qui est politique locale, donc qui a la confiance, qui sait de quoi elle parle. Et puis il a fait intervenir donc Édouard Philippe avec ce discours la veille. Il a reçu ses 1500 petits maires, entre guillemets, à l'Élysée. Voilà. Et finalement, je pense qu'il a pas mal déminé. Il y a un sujet, donc, Christine Ockrent, entre le macronisme et cette France des territoires et ces élus locaux qui ont sifflé le chef de l'État au Palais. Oui, mais pour prolonger ce que vient de dire Sylvie Kaufmann, certes, il y a eu quelques sifflets. Et là, Emmanuel Macron a utilisé la même formule en disant j'avais interdit à mes militants de siffler. Je pense que les maires peuvent s'abstenir de siffler. Donc, il y a eu quelques brefs applaudissements. Et pour que Jupiter se mette à jouer chez Razad, ce qui était l'autre image, en disant, puisque François Baroin lui avait enjoint de tenir la parole, j'allais dire le crachoir, pardon. Allez-y. La parole aussi longtemps qu'il n'aurait pas convaincu. Et donc là, il y a eu ce moment absolument drôle, parce que totalement convaincu de sa propre capacité à jouer chez Razad, le président a dit je tiendrai bon le temps de vous convaincre. Et j'ai été très frappée de la tonalité, m'a-t-il semblé, vers la fin, qui n'était pas du tout la même. Forcément que les déclarations du début, et en particulier celles qu'on a entendues au début de cette émission. Mais c'est-à-dire je crois que Macron est parvenu à convaincre une partie. Il a retourné son auditoire l'espace de quelques... Retourner, je crois que le verbe est peut-être trop fort, mais je crois qu'il a convaincu avec un raisonnement qui tient quand même, si l'on sort de cette habitude admirable et très française de dire les Jacobins, les Girondins, etc. Et si on dit, voilà, il faut trouver de l'argent, on demande de baisser les impôts. On a vu quand même au fil des années que ce sont les collectivités locales qui, fortes de ces réformes bienvenues de décentralisation, ont le plus augmenté leurs dépenses. À ce moment-là, il faut à un moment donné avoir un raisonnement à peu près cohérent, sinon logique, en disant il faut réduire les impôts, il faut réduire les dépenses, où trouve-t-on l'argent ? Et donc demander aux collectivités locales, elles aussi, de faire un effort. Je ne me lancerai pas devant Daniel Cohen, devant un raisonnement économique, mais il me semble qu'il y a un raisonnement de bon sens auquel les administrés peuvent être sensibles. Autre argument, il ne faut jamais oublier qu'en fait, l'impôt sur le revenu n'est payé en France que par la moitié des citoyens, ce que je trouve personnellement d'ailleurs une très mauvaise chose. Je crois qu'il faudrait un impôt sur le revenu symbolique, mais qui ferait participer tout le monde à cette forme-là de responsabilité. Et s'agissant des impôts locaux, quand on voit en Île-de-France, par exemple, ou dans certaines régions où il y a des résidences secondaires, où les gens sont parfaitement à même de payer des impôts locaux élevés, on se demande comment font les gens qui vivent là à longueur d'année. Donc il y a une vraie inégalité. Il me semble que c'est un argument qu'il faut retenir. Daniel Cohen, frémit d'impatience à vous répondre sur ce fameux pragmatisme macronien et ockrentien du jour. Non, mais ce qui est certain, c'est ce discours, cette question, cette façon d'aborder les choses, jacobin contre girondin, comme Christine vient de le dire, masque tout de même le fait que depuis 1980, le gros de la croissance des dépenses publiques a été porté alors par la sécurité sociale d'un côté, naturellement, mais de l'autre, par les collectivités locales, bien plus que par l'État. C'est-à-dire que la moitié de la croissance des emplois a été portée depuis 1980 par les collectivités locales. Donc il y a eu une croissance très vive,
en effet portée par la première loi de décentralisation, celle de Defferre, comme on dit, puis la deuxième, celle de Raffarin au début des années 2000. Donc tout ça a créé beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités. Et aujourd'hui, en termes d'emploi public, c'est 2,4 millions pour l'État et 1,8, je vérifie quand même, oui, 1,8 pour les collectivités locales. Donc on est au touche-à-touche. Alors évidemment, c'est pas du tout les mêmes emplois, c'est surtout catégorie C, donc assez mal payé dans les collectivités locales, et c'est très au-dessus, A ou B pour l'État, mais quand même, il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Or, cette croissance, elle a été malheureuse, et c'est là qu'on peut retrouver Jacobin et Girondins. Elle a été malheureuse parce que beaucoup des emplois créés sont venus à la demande de l'État, au fond, qui a demandé aux collectivités locales de se substituer à l'État, pour les politiques sociales, avec le RSA en particulier, puis pour s'occuper des collèges, etc. Donc, ils ont fait des choses qui leur ont donné du pouvoir, donc ils étaient contents de le faire, mais en réalité, le fond de l'affaire, ils en étaient dépossédés. Et je crois que c'est ça qui vient clasher, c'est-à-dire cette histoire de taxe d'habitation. Macron peut raconter ce qu'il veut, qu'elle est injuste et qu'il était temps. Ça fait partie de son programme électoral. Pourquoi il a supprimé la taxe d'habitation? Je pense que c'est un mystère pour personne. C'était pour habiller la suppression de l'ISF. On enlevait l'ISF. 5 milliards, c'est moins puisqu'on a gardé la taxe sur l'habitation. Il fallait faire quelque chose d'une ampleur comparable, donc taxe d'habitation, et ça faisait un beau paquet de suppression des taxes sur le patrimoine, on va dire. Mais et ça peut se justifier. Et ça a quelles conséquences sur l'autonomie financière des collectivités locales, cette suppression? Alors on leur a promis qu'on allait leur rendre l'équivalent de cette taxe, mais ça fait à peu près les mêmes ordres de grandeur que ce que par ailleurs le gouvernement veut leur retirer, c'est-à-dire 12 milliards de plus. C'était 10 dans le programme, c'est un petit peu augmenté, et qui fait suite à la baisse des dotations que le précédent gouvernement, celui de Gaspard, si je peux dire, mais avait été obligé en quelque sorte de consentir aussi pour participer à la purge budgétaire. Donc il y a le fond qui est, on leur retire des ressources et c'est toujours très désagréable, mais je crois qu'au-delà de ça, il y a une crise d'identité. Au fond, notre puissance reste conditionnée au bon vouloir de l'État, à la fois pour les missions et par les ressources. Et c'est ça ce qui, en effet, exigerait de revenir à ce qu'on veut faire des collectivités locales, quel est le degré d'autonomie. Donc j'ai entendu un point, moi, qui me paraît très positif, très intéressant, c'est celui du droit à l'expérimentation, qui pourrait devenir pérenne si cette expérimentation locale aboutissait. Ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'une des raisons pour lesquelles, en effet, ce débat girondin-jacobin est intéressant, c'est parce que l'État a besoin d'expérimentation sociale. Il faut qu'on sache si on peut mieux faire la politique sociale ou pas. Et ça, l'État en haut ne peut pas le faire parce que c'est tout ou rien. On change ou on ne change pas. Donc, retrouver ce rôle d'expérimentation, il faut voir après si c'est juste des mots de tribune, mais je crois que ça pourrait être très intéressant. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. N'ayons pas la mémoire courte, vous nous l'avez rappelé, Daniel Cohen, vous avez cité les lois Raffarin sur la décentralisation et puis bien sûr la première grande loi Defferre. Justement, replongeons-nous dans l'ambiance sonore de septembre 1981. Gaston Defferre est à l'Assemblée pour défendre sa loi et vous allez voir ce qu'il explique sur le caractère irréversible, selon lui, de la décentralisation. Maintenant, c'est-à-dire bientôt, quand la loi sera appliquée, les dispositions votées seront irréversibles. Ce sera comme pour les congés payés. Quand ils ont été présentés à l'Assemblée nationale, vos prédécesseurs de droite ont annoncé qu'ils allaient ruiner l'économie française et qu'il faudrait y revenir. Quel est celui d'entre vous aujourd'hui qui oserait dire qu'il faut supprimer les congés payés? Ces textes sont irréversibles, car quand les élus ont commencé à disposer de la liberté, quand ils ont goûté des libertés que nous leur offrons, plus personne ne pourra leur faire renoncer à ces libertés, et vous n'oserez plus le demander. Je prends rendez-vous avec vous. Dans quelques années, non seulement vous ne proposerez pas de revenir en arrière, mais vous proposerez des moyens nouveaux pour accroître, si c'est possible, les libertés que nous donnons aux élus. Gaspard Ganzer, elle est amusante et intéressante, cette archive de septembre 81 et l'enthousiasme décentralisateur d'un Gaston Defferre, persuadé que cette histoire-là va suivre comme ça une courbe ascendante. Est-ce que c'est en effet ce que nous raconte ensuite l'histoire politique française? Largement, quand même, puisqu'il y a eu des vagues de décentralisation successives. Il y a eu parfois des tentatives de reconcentration du pouvoir qui sont arrivées dans les années 80, 90 et même en 2000. Mais globalement, le sens de l'histoire va vers plus de décentralisation.
Et je pense que c'est très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la décentralisation, c'est pas simplement une question d'efficacité des politiques publiques, même si c'est aussi cela. Parce que moi, j'ai, dans ma carrière, qui commence à faire quelques années maintenant, travaillé pour l'administration d'État et pour des collectivités territoriales. Et je peux vous dire que sur la grande majorité des politiques publiques, ce sont bien les collectivités territoriales qui sont le mieux placées pour agir. Les politiques sociales, Cohen en a parlé tout à l'heure, mais aussi bien sûr l'urbanisme, le logement, la gestion de la propreté, des aménagements, etc. La dynamique économique même, l'État devrait se concentrer davantage sur ces politiques régaliennes, l'éducation et quelques autres politiques, mais pas se mêler de tout. Et là, j'ai un peu peur de cette tentative de recentralisation qui en fait point derrière quand même. Hein. Et je ne suis pas sûr que l'efficacité soit au niveau de l'État. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois que la décentralisation, c'est aussi, et c'est ce que dit Deferre, c'est un progrès démocratique. Les libertés locales sont avant tout des libertés et il faut faire confiance à ces élus de proximité qui sont, il faut quand même s'en réjouir, les derniers élus qui sont à peu près reconnus par les citoyens. Les élections municipales sont un grand rendez-vous démocratique. Je pense que celle de 2020 ou de 2021, parce que j'ai cru comprendre que le président de la République envisageait de les repousser, seront un grand rendez-vous démocratique pour le débat public. Et je crois qu'on aurait tort de revenir sur ces libertés. Vous pensez aussi, Christine O'Crane, que ce président-là serait recentralisateur, comme disait Gaspard Ganzer à l'instant ? Encore une fois, je crois que si le président s'en tient à cette discipline de pragmatisme qui va devenir de plus en plus difficile, il ne faut pas se raconter d'histoire, parce qu'évidemment la politique va reprendre ses droits, mais si véritablement le président veut tenter de remettre une certaine cohérence entre les objectifs et les moyens, il va sûrement s'efforcer, et il l'a annoncé encore une fois, d'aller jusqu'au bout de l'une de ces réformes. S'agissant de l'expérimentation sociale dont parlait Daniel Cohen, ça je crois que c'est tout à fait fondamental. Il faut pouvoir, à micro-échelle, pouvoir essayer des choses. Mais hélas, et là, je ne suis pas d'accord avec Gaspard, si les collectivités territoriales avaient été tellement efficaces, s'agissant d'emploi, s'agissant de logement, s'agissant de gommer les inégalités, etc. Mais, hélas, enfin, je veux dire, le pays serait en meilleur état. Et en particulier, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la controverse sur les emplois aidés. Parce que autant on voit au niveau individuel, ce que rappelait cet élu tout à l'heure, un garçon qui rentre de vacances et tout à coup il n'a plus son emploi aidé. Mais au niveau des municipalités, si ces emplois aidés sont devenus tellement importants, et on peut le comprendre, dans la vie collective, à l'échelle d'une petite commune, ben à ce moment-là, il faut que cet emploi soit budgété dans le budget de la commune. Il y a un moment où, entre l'importance accordée à ces rôles nécessaires, que ce soit au niveau de l'école, au niveau de l'assistanat social, etc., mais à ce moment-là, il faut que ce soit inclus dans les budgets et non pas considéré comme quelque chose à la marge, et on est bien content que l'argent vienne d'en haut. Ce n'est pas un signe d'efficacité, me semble-t-il. Vous nous avez cité tout à l'heure, Sylvie Kaufmann, Jacqueline Gourault, donc cette ancienne sénatrice, aujourd'hui ministre, qui a vocation à aller consoler ou en tout cas rassurer les élus locaux. Jacqueline Gourault a eu l'occasion à de nombreuses reprises d'expliquer que, selon elle, le macronisme résout l'habituelle contradiction entre girondisme et jacobinisme avec la notion de contrat, de contractualisation entre l'État et les collectivités locales. Est-ce que c'est un artifice intellectuel ou est-ce que ça peut vraiment être une réalité ? Non, je pense que ça fait partie de l'expérience, de l'expérimentation dont parlait Daniel Cohen tout à l'heure. Et on voit comment le discours de la droite a évolué aussi là-dessus, puisqu'on est passé, grâce à ça en fait, parce qu'on est passé d'un discours très dur, à la Laurent Wauquiez, qui était ce président... à la haine de la province, le désert de l'âme, j'aime beaucoup cette expression, mais elle dit quelque chose. Enfin, désert est un mot qui nous parle, comme on dit, surtout en termes de territoire. Voilà, donc la droite qui a essayé d'établir cette image. Il y avait à gauche le président des riches et à droite le président hors sol. Et puis on a vu ce discours évoluer parce que la recentralisation, l'argument ne tient pas totalement. Il y a
suis d'accord avec Gaspard Ganter, il y a une dynamique vers la décentralisation. La question après, c'est comment on l'a fait, c'est quelle méthode, comment s'exerce cette décentralisation dans la mesure où l'État de toute façon reste fort en France. Et vous avez des maires comme le maire de Toulouse qui est LR, les Républicains, Jean-Luc Moulin, qui dit il faut sortir de cette contradiction, de la contradiction permanente. Moi, j'ai envie d'essayer. Il faut être acteur aux côtés de l'État. Et donc, c'est là qu'on va voir ce que ça donne avec cette expérience de la contractualisation qui visiblement présente pas mal d'attraits pour de nombreux élus. Daniel Cohen, vous y croyez à cette nouvelle méthode, cet autre regard sur la décentralisation version Macron ? Bon, le problème, c'est que quand on dit des contrats entre l'État et les collectivités locales, on reste toujours quand même dans l'idée qu'il y a besoin sans cesse de vérifier que l'un vérifie ce que fait l'autre et que s'il se comporte bien, on ira plus loin. Il faut quand même imaginer un monde, peut-être l'acte 3 de la décentralisation, dans lequel le partage des tâches soit beaucoup plus clair et la responsabilité les uns et aux autres aussi beaucoup plus franche, quitte à ce qu'elle soit sanctionnée par les urnes si c'est mal géré ou par un niveau de mal-être dans une région ou dans une collectivité relativement à une autre plus fort si les gens n'arrivent pas à faire. Enfin, pour répondre à Christine, même si je suis bien sûr très très sensible à ce qui a été dit sur le fait que ça n'a pas exactement fait l'épreuve de sa très grande efficacité dans tous les domaines possibles. Mais je vais prendre un exemple qui me tient à cœur parce que justement on est en train avec le centre avec lequel je travaille de réfléchir à ça. C'est le département de la Gironde veut essayer de sortir du RSA pour mener une politique genre revenu universel, quelque chose qu'avec les mêmes ressources budgétaires se rapprocherait de ce dont on a parlé dans la campagne. Bon, pour l'instant, il n'arrive pas à le faire parce qu'il faudrait mobiliser différents moyens, l'APL, etc. Et il n'arrive pas à avoir même l'autorisation de se lancer dans cette expérimentation. C'est fondamental. Est-ce que ça deviendra possible avec le discours de Macron sur l'expérimentation ? Je l'espère, je n'en suis pas tout à fait sûr, parce qu'il faudrait pas simplement prendre l'argent du RSA, mais d'autres ressources et donner la gestion de ces ressources au département. Mais à supposer que ce soit le cas, c'est clairement ça qu'il faut faire. Il faut permettre aux départements, dans leur domaine de compétences, aux régions, etc., par rapport à l'université notamment, d'être beaucoup plus inventifs. Mais ça exige que l'État dise, vous avez comme mission l'aide sociale, débrouillez-vous avec cette mission et peut-être en préaffectant des ressources globales à cette mission-là pour être sûr qu'elle ne soit pas cannibalisée par d'autres d'un département à l'autre. Mais à partir de là, il faudrait que ce soit une page blanche. Là, on rentrerait dans un monde très intéressant, celui où en effet on ferait de l'expérimentation de terrain. Donc je crois que c'est ça qui manque. Alors pour revenir sur le cœur du problème, c'est que tout est hybride dans cette histoire. C'est pas simplement les missions qui sont hybrides. Vous gérerez le RSA, mais le quantum, le montant, le truc est déterminé par Paris. Donc ça ne va pas. C'est mon histoire de Gironde. Mais aussi, ce qui ne va pas, c'est que les ressources sont hybrides. Certaines sont locales, d'autres viennent des ressources données par l'État. Aujourd'hui, on est à peu près moitié-moitié, puis ça va encore se renforcer dans le sens de ressources de l'État. Quand on regarde les Länder allemands, je crois, enfin je ne suis pas un spécialiste, mais c'est plus simple. C'est-à-dire, les ressources sont données par l'État. C'est les ressources pour éviter justement les écarts entre une région et une autre. C'est tout à fait millimétriquement vérifié au niveau central, mais à partir de là, les Länder sont complètement autonomes. Donc, on vous donne des ressources, on arrête cette idée d'une fiscalité locale peut-être, et on vous donne des missions et vous êtes complètement libre. Évidemment, il y a le modèle américain où tout est libre, et les recettes et les dépenses. Bon, ce serait sans doute trop gros à digérer pour les Français. Deux systèmes fédéraux. Et nous, il faudrait qu'on trouve quelque chose qui corresponde à cet équilibre français. Donc le mien, ce serait les ressources sont données par tête, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'écart. Une fois pour toutes, vous savez exactement les budgets et qui seront proportionnés à l'attractivité de vos territoires, les gens qui viennent y vivre. Et puis des missions, et à l'intérieur de ces missions, le maximum d'autonomie pour inventer des formes nouvelles, comme celui auquel je pense avec la Gironde. Pour conclure sur cette première partie, Gaspard Ganter. Juste un mot sur l'idée du contrat. Moi, évidemment, je suis favorable à l'idée du contrat, un contrat responsable entre l'État et les collectivités territoriales. Le problème, c'est que l'expérience montre, l'histoire montre que l'État n'est pas un bon partenaire contractuel, respecte peu sa parole. On l'a encore vu, je suis désolé de le dire sur cette antenne, s'agissant de l'audiovisuel public. Donc, il y a souvent des remises en cause de la signature de l'État. Je serai à la place des collectivités territoriales, je n'aurai pas une grande confiance dans la signature de l'État. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Fin de cette première partie où nous parlions des Länder allemands avec vous, Daniel Cohen, peut-être comme référence. L'Allemagne, dont le sort ne semblait pourtant guère enviable cette semaine. L'annonce est tombée dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Après un mois de négociations intenses, Angela Merkel a échoué à trouver un accord avec les libéraux du FDP qui ont claqué la porte et les écologistes. Coup de théâtre dans ce pays qui incarnait jusque-là la stabilité politique et plusieurs hypothèses. Désormais, une nouvelle coalition peut-être, CDU-SPD, sauf que pour l'instant, le leader des sociaux-démocrates Martin Schulz refuse, ou de nouvelles élections, mais pour l'instant, le président de la République ne semble pas y être favorable. Quant à Angela Merkel, on l'a vu sur les télévisions allemandes, elle tient bon. Je crois que ce dont l'Allemagne a besoin aujourd'hui, c'est de stabilité. J'ai dit pendant la campagne que j'étais prête à servir mon pays 4 ans de plus. Les discussions que nous avons menées ces dernières semaines n'ont pas abouti, mais ce n'est pas une raison pour renier ma promesse. La procédure est entre les mains du président fédéral. Je l'ai rencontré une première fois aujourd'hui, je lui fais pleinement confiance. Et parmi les options possibles, il y a de nouvelles élections. Ce n'est pas le mandat que nous ont confié les électeurs, mais s'il le faut, alors nous nous battrons. Je n'ai aucune crainte. Christine Ockrent, cette coalition impossible, qu'est-ce qu'elle nous dit de l'état de l'Allemagne? Qu'est-ce qu'elle nous dit de l'état de l'Europe? De l'état de l'Allemagne, elle nous dit que c'est un pays qui, pour des raisons historiques évidentes et qui restent brûlantes dans la mémoire collective, c'est un pays qui, avant tout, respecte les règles. Et les règles, c'est une constitution dont on ignore souvent les méandres, mais qui astreint le président de la République fédérale, dont on découvre le rôle, à proposer à Mme Merkel, qui n'est plus chancelière, mais qui n'a pas le droit de dissoudre le Parlement reste en place. Donc c'est le président qui demande à Mme Merkel de retenter une fois, 2 fois, à condition que ce soit approuvé à la majorité absolue du Parlement, de former une coalition, et à la 3e tentative, s'il n'y a pas de majorité absolue, une majorité relative. Donc, un gouvernement minoritaire serait envisageable. Mais ce qui est très intéressant sur le plan politique, me semble-t-il, c'est qu'au fond, c'est le parti libéral qui a fait de la politique, je dirais, à la française. C'est-à-dire que le patron des libéraux, M. Lindner, a dit « Ah bon, ben moi, je vais claquer la porte ». Et d'ailleurs, il l'a annoncé avant même que les négociations échoue véritablement. Il a joué, il s'est dit, là j'ai un coup à jouer. Il a fait de la politique. Il a fait de la politique à la française. Telle que nous la comprenons. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que dans les sondages, c'est très mal perçu par l'opinion allemande. Et parce qu'il a joué une carte personnelle. Parce qu'il a joué une carte partisane, mais non pas l'intérêt collectif. Et dans ce même sondage, on voit que c'est le parti de Mme Merkel qui, à 9%, si ma mémoire est bonne, est jugé le responsable, mais donc le moins responsable, si j'ose dire, de cette faillite. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, au cours des tout derniers jours, c'est que le problème s'est déplacé de Mme Merkel au SPD, donc au Parti social-démocrate, qui est le parti du président Steinmeier. Et là, on voit que Martin Schulz, actuel leader du SPD, actuel leader qui a perdu alors très lourdement les élections législatives, est en proie aux rivalités, notamment de l'ancien ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel, qui lui se verrait assez bien retourner au pouvoir dans le cadre d'une grande coalition. Et donc, c'est intéressant de voir, me semble-t-il, que le problème s'est déplacé. C'est moins, même si ce n'est pas simple pour Mme Merkel et encore moins pour son allié bavarois, mais le problème s'est déplacé, en gros, de la CDU-CSU au Parti social-démocrate. Est-ce qu'on y retourne ou pas, alors que Martin Schulz, au lendemain d'une défaite assez lourde, avait dit « mais il n'est pas question, ce serait suicidaire pour nous ». Alors Sylvie Kaufmann, vous étiez en Allemagne cette semaine, à Berlin, je crois, formidable. Vous allez nous raconter ce voyage-là, ce qui semble le plus probable, sans doute, en attendant le congrès du SPD qui aura lieu début décembre. Est-ce que ce qui se profile, pour rebondir sur ce que disait Christine Ockrent à l'instant, c'est sans doute l'énième tentative de former une coalition avec le SPD?
Je vous rassure, je n'ai pas pris parti. Je n'ai pas participé aux négociations. Nous sommes infiniment déçus, Sylvie Kaufmann. Énormément. Non, je crois que c'est évidemment, il est très très difficile de spéculer ou de dire ce qui va se passer. On est dans une période d'incertitude totale. Il y a deux options. Soit on va en effet vers une grande coalition. Et là, Schulz n'a pas envie, mais en même temps... Est-il majoritaire ? Mais surtout, il joue sa survie, parce que si l'Allemagne retourne devant les électeurs, c'est terminé pour lui. Il devra laisser la place, parce qu'il a déjà fait un très, très mauvais score cette fois-ci. Donc, il peut... le SPD peut être convaincu. C'est une hypothèse qui finalement au début a été traitée avec, on s'est dit c'est pas possible, puis finalement ça a l'air, ça devient de plus en plus une hypothèse plausible. Je ne sais pas si c'est celle qui sera retenue, mais il faut un peu de temps au SPD pour arriver à accepter cette solution. Il y a l'hypothèse du gouvernement minoritaire. Les Allemands n'y croient pas, enfin les experts allemands y croient assez peu, parce que ça n'est pas dans la culture allemande. Ça obligerait, ça mettrait la chancelière totalement dans les mains du Bundestag. Voilà, donc ça paraît très difficile à faire au quotidien. L'autre option, l'alternative, que moi je trouve vraiment fascinante, c'est l'explosion du système. En fait, on est, je crois, dans la même dynamique qui a affecté les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, et maintenant c'est le 4e grand pays qui est touché. On a un système de partis qui ne marche plus comme il a eu l'habitude de marcher, comme on l'a connu. On a quelqu'un qui joue les troubles-faits, qui est là en l'occurrence Christian Lindner, le jeune chef du FDP, qui a 38 ans et qui, lui, une sorte de Macron à l'allemande, puisqu'il a un discours sur « je veux attirer les électeurs qui ne font plus confiance aux partis traditionnels ». Il a un côté disruptif, d'une certaine manière. Il joue cette carte-là, il a envie d'être le Macron allemand ou le Kurz allemand, puisqu'on a eu aussi cette expérience en Autriche avec le nouveau chancelier autrichien qui a, lui, 32 ans, je crois. Voilà, on a vraiment l'impression d'assister à ce crépuscule des grands partis. Qu'est-ce qui va en sortir? S'il y a une nouvelle... Et la carte, évidemment, ce qu'espère Christian Lindner, le leader du FDP, c'est que s'il y a de nouvelles élections, et c'est pour ça qu'il est totalement irascible et il campe sur sa position, s'il y a de nouvelles élections, là, il en ressortira, lui, comme vraiment un leader... il espère, c'est pas forcément ce qui va se passer. Voilà, mais c'est un paysage, je trouve, très, très intéressant à observer. Alors, il fallait lire, bien sûr, la presse allemande cette semaine pour comprendre le regard allemand sur cette situation qui, vue de France, nous est très étrangère et peut-être incompréhensible. Le magazine Der Spiegel, par exemple, analysait cette semaine que cet échec de la chancelière était peut-être aussi celui de cette méthode alliant pragmatisme sans limite et flexibilité idéologique maximale. Daniel Cohen. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est d'abord le crépuscule de Madame Merkel, même si elle arrivera peut-être à survivre dans le cadre d'une alliance inespérée pour elle avec le SPD. Parce que Madame Merkel, c'est un personnage très ambigu en réalité, et la manière dont elle a gouverné l'Allemagne est elle-même très, très étonnante. Il y avait un livre de Ulrich Beck, le grand sociologue allemand, dans lequel il parlait d'elle comme de Madame Merchiavel. Il disait, il y a du. C'est un compliment ou pas? Alors justement, c'est intéressant. C'était le cœur de la question justement. Il disait pour Machiavel, la question pour le prince n'est pas de savoir s'il doit être aimé ou craint, il doit être craint. S'il est aimé en plus, tant mieux, mais c'est pas le sujet. Et il disait, Madame Merkel, elle réussit ce truc incroyable d'être aimée et crainte. Elle est crainte en Europe et donc pour cette raison aimée en Allemagne. Elle redonne silencieusement à sa manière bonhomme, etc., de la fierté à l'Allemagne de pouvoir, comme ça, à sa manière inimitable, décider du destin des Grecs, de la zone euro et compagnie. Parce qu'elle a le leadership européen. Parce qu'elle a un leadership qu'elle n'exerce pas. C'est ça qui est tout à fait ambigu. Elle arrive à incarner une forme de crainte, mais qui n'est pas, justement, qui ne renoue pas avec les grands problèmes de l'Allemagne quand elle a voulu diriger l'Europe. Elle a trouvé une manière allemande aujourd'hui et moderne de redonner aux Allemands une petite satisfaction de se donner en modèle de vertu. Et c'est ce modèle qui est un peu en train de se briser pour elle. Et je parlais à un de mes élèves franco-allemands qui me rappelait beaucoup de choses sur le fait que Mme Merkel, c'est une éponge. Elle prend tout. Du jour au lendemain, elle décide d'abandonner le nucléaire parce qu'elle voit que c'est populaire. Elle fait campagne contre le salaire minimum et puis elle le fait dans le cadre de sa coalition. Et puis elle le revendique... Sur sa politique pour les réfugiés, l'accueil des réfugiés, elle n'a pas réellement été une éponge. J'y viens.
mon punchline, ça. Et elle a multiplié les signes d'opportunisme comme ça. Quand Sarkozy a essayé de régler la crise de 2008, elle a traîné des pieds. Finalement, en 2010, elle vient au secours de la Grèce, mais 6 mois plus tard, à Deauville, elle fait exactement le contraire et elle relance la machine à fabriquer la crise qui va frapper l'Irlande, le Portugal et un peu indirectement l'Italie et l'Espagne. Donc, elle est sans cesse à chercher des compromis. La seule fois où cette femme a été sincère, et c'est ce que les Allemands ne lui pardonnent pas aujourd'hui, parce que le fond de l'échec de Mme Merkel, c'est sa politique à l'égard des migrants. Le seul moment où elle est sortie de ce calcul ectoplasmique à faire ceci et cela à la fois, c'est au moment des migrants où, en effet, il y a une sincérité de sa part qui, je crois, tous collectivement nous a émus. Cette femme, fille de pasteur élevée de l'autre côté du mur, tout d'un coup voit dans ces réfugiés syriens et autres une figure de l'humanité, au fond, qui l'émeut, et elle ouvre les portes à 1 million de migrants. Ce moment-là, elle est sortie du calcul politique, et les Allemands ne lui pardonnent pas aujourd'hui ça. C'est pour ça qu'elle est tombée. Et c'est pour ça que Lindner, même s'il fait son petit coq politique, se sait aussi adossé à ça. C'est l'échec du SPD, cette élection, mais c'est d'abord l'échec de Mme Merkel, c'est l'échec du parti, donc du coup, puisque c'est les autres, mais la crise des migrants, d'une certaine manière, son moment de vérité et le moment où elle a gagné le cœur des Européens, en tout cas des Européens humanistes et tout ce qu'on voudra. C'est cette sincérité qui l'a fait flancher. C'est ce moment-là où elle est sortie des raisons pour lesquelles, comme le disait Beck, elle était aimée des Allemands parce qu'elle était crainte en dehors des frontières allemandes. Alors Gaspard Ganzer, qui a travaillé aux côtés de François Hollande à l'Élysée pendant une partie de ce quinquennat, est-ce que vous partagez l'analyse de Daniel Cohen sur cette Angela Merkel machiavélique, calculatrice, éponge et qui chute au moment où elle est elle-même, au moment où elle est sincère? C'est une redoutable femme politique. Schröder, Kohl, Schäuble, et aujourd'hui Steinmeier par le passé et aujourd'hui Schulz s'en souviennent. Elle est très à droite et redoutable. Elle est incroyablement tacticienne, elle l'a toujours été, parfois au-delà du raisonnable, pratiquant le en même temps au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et même Emmanuel Macron n'est pas allé jusque-là, et c'est justement là qu'elle perd aujourd'hui, à mon avis. Moi, j'ai été évidemment, comme tout le monde, impressionné favorablement par ce qu'elle a fait en matière d'accueil des réfugiés. J'ai apprécié aussi l'attitude qu'elle a eue vis-à-vis de la France au moment où il y a eu des attentats, où elle a été absolument remarquable en étant à côté de François Hollande. Mais je crois que là, on touche les limites d'un système peut-être trop synthétique, trop syncrétique, et aussi un système ancien. Je suis désolé de le dire, sans vouloir faire du jeunisme. Je crois qu'aujourd'hui, on vit une révolution industrielle qui est celle du numérique, qui bouscule les structures économiques, les structures sociales, mais aussi les structures politiques, et que Angela Merkel et les hommes politiques de sa génération n'ont plus le logiciel pour comprendre ce qui se passe dans leur propre pays. Donc, c'est ce qui apparaît à ce moment-là. Il ne faut pas forcément avoir un leader de 25 ans pour l'incarner. Ce n'est pas forcément une question d'âge, mais je pense qu'il faut aussi savoir céder la place. Je sais qu'Angela Merkel avait beaucoup dit que Kohl avait fait le mandat de trop. S'est-elle posé cette question, elle aussi? Christine Ockrent. Oui, sans doute. Elle ne se l'est pas posée, elle ne se le pose toujours pas d'ailleurs, puisqu'elle s'est empressée d'aller à la télévision, elle qui est plutôt avare de ses prestations médiatiques, pour dire « j'occupe le terrain, je suis là, c'est ma responsabilité ». Mais je crois qu'on a tendance à trop personnaliser le système allemand. Le système allemand est d'abord un système parlementaire. Quand Mme Merkel va à Bruxelles pour négocier au niveau des conseils des chefs d'État et de gouvernement, elle a un mandat. Elle ne peut pas, à la différence du président français, quel qu'il soit d'ailleurs, y aller pour dire, je n'ose pas dire ce qui lui passe par la tête, mais en tout cas ce qui lui apparaisse à lui comme étant ses priorités. Donc, système parlementaire. Ensuite, certes, Mme Merkel et son parti ont fait une performance bien moindre que celle qu'on attendait, mais ils restent majoritaires relativement. Ils n'ont pas perdu. S'il y avait des élections demain, ce n'est pas, Gaspard, c'est pas le Parti socialiste. Ah, ça c'est sûr. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui fait peur au président allemand, c'est que si demain il y avait de nouvelles élections, on aurait à peu près le même résultat. Donc, de force, on n'est pas dans le rejet d'une personne ou d'une chancelière. Avec ce jeune et fringant libéral, on attendait à ce que le Parti libéral, ressuscité de ses cendres grâce à M. Lindner, fasse mieux à ces dernières élections. Ce n'était pas le cas.
Alors, on n'en a pas encore parlé jusqu'ici, mais il y a évidemment l'extrême droite avec l'AfD qui, dans un système proportionnel, là aussi très différent du nôtre, occupe un certain nombre de sièges, ce qui paraît énorme. Il y a eu d'ailleurs le moment où aucun autre député d'aucun autre parti ne voulait s'asseoir à côté d'eux au Bundestag. C'était un moment assez particulier dans la sensibilité politique allemande. Mais je crois qu'il ne faut pas se méprendre. Merkel n'est pas une présidente à la française. Il y a encore une fois un système parlementaire qui certes est usé, avec des grands partis usés, une impatience sûrement des jeunes, certainement le coût des réfugiés. Il ne faut pas oublier que c'est à l'Est, là où il n'y a absolument pas d'immigrés, que le vote de l'extrême droite a été le plus puissant. Donc il y a des remises en cause. Mais je ne serais pas partisan de sortir Mme Merkel trop vite du jeu européen. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Alors, ce jeu européen, précisément, nous allons terminer ce nouveau numéro de l'Esprit public sur cette question fondamentale, puisque même si Christine Ockrent n'enterre pas si vite Madame Merkel, se pose la question de ce que deviendrait ce nouveau leadership européen mis en place depuis quelques semaines entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. En clair, à quoi pourrait ressembler une Europe sans Madame Merkel, Sylvie Kaufmann? Oui, pour juste en un mot, pour revenir sur cette discussion sur Mme Merkel, je crois que sa grande erreur surtout, c'est de ne pas avoir préparé sa succession. Et ça nous replace justement dans le problème de l'Europe. Cette affaire, cette crise politique, et c'est vraiment une grosse crise politique en Allemagne, arrive au plus mauvais moment, je crois, pour l'Europe, puisqu'on avait cette dynamique qui avait été lancée par l'élection présidentielle française. Déjà, on s'est trouvé dans un paysage très européen, c'est-à-dire que quand Emmanuel Macron a été élu, il y a eu un tel soulagement en Europe de ne pas avoir Marine Le Pen comme présidente en France, qu'il y a eu une sorte d'euphorie européenne dans les milieux pro-européens, bien sûr. Ça y est, l'Europe était repartie, le projet européen pouvait renaître, le tandem franco-allemand était remis en selle et tout allait aller de l'avant. Simplement, il fallait attendre septembre, les élections européennes, première échéance, les élections allemandes, pardon. Une fois que les élections allemandes ont eu lieu, avec des résultats qui n'étaient pas tout à fait ceux qu'on attendait, comme on vient de le dire, on a dit, bon, maintenant, on va attendre la coalition. Et puis maintenant, on risque de devoir attendre à nouveau d'autres élections allemandes. Donc, pendant ce temps, on n'avance pas ou presque. Et je pense que c'est très dangereux. On est dans un moment qui risque d'immobilisme où des petites choses se font quand même. On a eu par exemple la mise en place de la fondation d'une certaine manière, les fondations de l'Europe de la défense. Mais les choses ne peuvent pas vraiment aller de l'avant. La dynamique, je trouve, est un petit peu stoppée là par cette situation allemande et c'est très ennuyeux. Une autre chose qui à mon avis, poserait un problème. Je ne veux pas être dans le conservatisme qui veut que sans Merkel, c'est terminé et le tandem franco-allemand ne peut pas fonctionner. C'est pas vrai. Il peut fonctionner avec d'autres gens. Il doit fonctionner de toute façon parce qu'il est incontournable. Mais il y a une dimension d'Angela Merkel, si elle ne devait pas rester au pouvoir, qui, je pense, nous manquerait, c'est la dimension post-communiste. Elle est la dernière dirigeante, finalement, parce qu'elle a été élevée dans l'ancienne Allemagne communiste, en RDA, à comprendre cette dimension, cette spécificité de l'Europe post-communiste. Et au moment où, justement, nous sommes très profondément divisés de manière presque philosophique, en tout cas très politique, entre l'Europe centrale post-communiste et l'Europe de l'Ouest, je crois que c'est quelqu'un dont on a vraiment besoin en Europe en ce moment. Madame Merkel, dont on ne saurait se passer en Europe, même si cette semaine, Jean-Claude Juncker, la Commission européenne, n'ont eu de cesse de dire que même pendant cet intervalle et ces incertitudes allemandes, l'Europe allait continuer d'avancer. Est-ce que d'ailleurs, d'une certaine manière, Emmanuel Macron, qui est lui aussi un fin tacticien, n'avait pas peut-être anticipé cette éventuelle fragilité d'Angela Merkel, lui qu'on a vu être actif tout seul à la fin de l'été avec cette mini-tournée européenne, très actif, Emmanuel Macron, sur le thème de l'Europe qui protège, sur le dossier bien sûr des travailleurs détachés, qu'on a vu aller à la rencontre de ses homologues autrichiens, tchèques, slovaques, roumains.
Peut-être justement pour dire que l'avenir européen ne reposait pas uniquement sur le tandem franco-allemand, Daniel Cohen. Oui, c'est un des paradoxes de la situation, c'est-à-dire que le moteur européen est quand même cassé. Je pense qu'au bout du compte, si la crise politique allemande devait durer, ce ne serait pas une bonne chose pour l'Europe, parce que son partenaire allemand ne voit pas très bien comment avancer. Mais c'est vrai que pour Macron, ça ouvre une place. Il avait l'ombre tutélaire de Merkel. Si elle est affaiblie, a fortiori si elle part, ça lui donne une position à occuper. Mais je pense, pour revenir juste un cran sur cette discussion, que le plus extraordinaire, c'est qu'on ne sache absolument pas, en revenant tout de même à l'hypothèse que Mme Merkel parvienne à s'en sortir. On ne sait absolument pas aujourd'hui à quelle sauce l'Europe va être mangée. C'est-à-dire qu'il y a encore une semaine, Mme Merkel était en train de négocier avec le FDP, résolument opposé aux propositions de Macron, et qui sans doute, si ces négociations avaient abouti, aurait obtenu le portefeuille des finances, celui de M. Schauble, et ils avaient parfaitement indiqué que ce faisant, ce serait du Schauble puissance Schauble. Il n'était pas question de donner un sou de plus aux Grecs, il n'était pas question de renforcer le mécanisme européen de stabilité. Ils voulaient même d'ailleurs dans leur programme le supprimer, alors que c'est la construction institutionnelle nouvelle de ces 5 dernières années. Et puis tout d'un coup, peut-être, à la faveur de cet échec, pas du tout provoqué par elle, mais par ce monsieur Lindner, ce jeune homme fringant, etc., qui peut-être a eu peur de l'épreuve du pouvoir, on ne saura jamais, mais peut-être que, boum, il y avait tout à fait autre chose qui va se passer. Elle va faire une alliance avec le SPD, qui lui dit exactement l'inverse, que l'une des conditions qui lui permettrait de reconsidérer son entrée au gouvernement, ce serait de s'aligner sur les propositions Macron. Donc ce qui est formidable, c'est qu'on est là et qu'on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. Maintenant, c'est vrai, le scénario où Mme Merkel affaiblie ferait un accord avec le SPD, et d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le SPD pourrait l'accepter, c'est parce qu'elle est affaiblie. Et que d'une certaine manière, ça n'apparaîtrait pas comme son échec, mais davantage comme l'échec de Mme Macron, pourrait donner alors le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière, comme on dit à Macron, c'est-à-dire une coalition allemande capable d'aller dans le sens de son propre programme, mais en même temps globalement affaiblie, qui lui permettrait à son tour de prendre un autre coup de chance pour Emmanuel Macron. Un 12e coup de chance d'affilée. Et elle ressemblerait à quoi alors cette Europe Gaspard-Ganzer, avec justement un nouveau couple franco-allemand, où ce serait Merkel, mais Merkel avec Schulz ou Merkel avec le SPD? Je pense qu'il faut, pour qu'un couple fonctionne, il faut qu'il soit équilibré. Et jusqu'à présent, c'est vrai que Merkel avait un tel leadership en Europe qu'il n'a pas toujours été facile pour les présidents français, qu'il s'agisse de Sarkozy, Hollande et même Macron au départ, même s'il avait une vague positive en arrivant d'imposer leur vue. Là, ça sera peut-être plus équilibré, a fortiori s'il y a un accord avec le SPD, que moi j'appelle de mes voeux. Mais il faut aussi sortir de ce logiciel, c'est-à-dire que l'Europe ne veut pas reposer simplement sur le couple franco-allemand, même s'il est indispensable. Et il faut trouver d'autres alliés, d'autres constructions possibles. Et c'est pas gagné d'avance. Où sont les grands europhiles aujourd'hui, au-delà du couple franco-allemand? Où sont les grandes démocraties stables, puisque déjà l'Italie n'est pas très bonne, oui, vous avez raison. C'est pas en Italie, en Espagne qu'on va les trouver. Et c'est bien dommage, parce que c'est peut-être ces pays qui pourraient être les plus alignés sur la position de la France. Moi, j'aimerais, mais c'est peut-être de la naïveté ou de l'idéalisme, que les prochaines élections européennes qui ont lieu l'année prochaine soient peut-être enfin l'occasion d'un vrai débat européen transnational. C'est ce que le président Macron d'ailleurs appelle de ses voeux, parce que pendant longtemps, l'Europe a été conduite par ses dirigeants, les pères fondateurs, leurs successeurs, mais elle se sauvera certainement en étant conduite par les peuples. Christine Ancren. Oui, les élections européennes, si je ne m'abuse, sont en 2019. J'anticipais sur 2018. Oui, pardon. Mais je crois qu'il y a un risque, peut-être aussi, paradoxalement, pour Emmanuel Macron, qui a fait, c'est bienvenu, me semble-t-il, de l'Europe l'un de ses étendards, non seulement pour gagner cette élection présidentielle en France, mais aussi pour relancer le projet européen avec 2 discours qui ont frappé les esprits. Mais il ne faudrait pas que dans cet intervalle, parce que ça va durer longtemps, la résolution de la crise allemande, et là il y a un vrai piège, me semble-t-il, non seulement pour l'Europe, un piège qui ne profitera pas à la Grande-Bretagne, même si on n'a sans doute pas le temps d'en parler, ça ne va pas bénéficier aux partisans du Brexit. Le piège pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir trop d'oxygène et de se dire, au fond, le vrai leader de l'Europe, le seul à la manœuvre, en capacité de manœuvrer, c'est moi. Et là, je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur, comment dire ça poliment, une certaine méfiance qu'engendre toujours un surcroît d'assurance à la française,
On peut, dans le reste de l'Europe, admirer Bonaparte, mais sûrement pas Napoléon, qui n'a pas laissé de bons souvenirs. Et pour beaucoup, Waterloo, c'est une victoire. Il suffit de passer le Kiévrin. Donc, je crois que par rapport à cela, il ne faudrait pas qu'il y ait ce moment d'ivresse de la part du président français à se dire maintenant je vais pouvoir au prochain Conseil européen très important le 14 et 15 décembre où en principe on va savoir si oui ou non la première ministre britannique avance un chiffre pour faire avancer les négociations vers le divorce, etc. Donc voilà, il ne faudrait pas d'ivresse, pas du Macron, pas d'hubris. Est-ce que réellement, ce sera ma dernière question, il pourrait y avoir une ivresse ou une hubris d'Emmanuel Macron dont on sait qu'il n'a pas accueilli avec satisfaction ce qui est en train de se passer en Allemagne? On sent qu'il y a quand même d'abord et avant tout une vraie inquiétude. Personne n'est dupe sur le fait qu'aujourd'hui c'est l'euroscepticisme qui est dominant au sein de cette union. Oui, non, enfin, l'hubris, il peut en avoir la tentation, certainement. Je crois qu'on est vraiment dans une autre époque. Ni l'Allemagne ni la France ne peuvent dominer seuls l'Europe. Il y a une autre gouvernance à imaginer. Oui, de la même manière qu'on n'était pas à l'aise avec cette idée de l'Allemagne hégémonique, et l'Allemagne elle-même n'était pas à l'aise avec cette situation, nous ne serons pas non plus à l'aise avec l'idée d'un Macron tout-puissant en Europe. Il ne pourra jamais être tout-puissant en Europe, c'est fini ça. Et de même, le tandem franco-allemand, et il le sait je pense, mais j'imagine, le tandem franco-allemand ne peut pas non plus agir tout seul. Il doit entraîner les autres, voilà, et les autres doivent entraîner les autres. Entraîner qui en l'occurrence aujourd'hui? Qui peut rentrer dans la ronde facilement? Il y a la zone euro, évidemment, mais au sein de la zone euro, il y a quand même les grands. Il y a l'Italie, l'Espagne. Cela dit, l'Italie est dans une situation très difficile en ce moment, l'Espagne aussi, accessoirement, avec la Catalogne, donc tout ça ne va pas tout seul, mais voilà, ce sont les grands pays. Il y a aussi les Néerlandais qui ont toujours été, et les Belges, et enfin le Benelux, voilà. Et puis il y a l'Europe du Nord, mais l'Europe du Nord a ses propres préventions. Il y a l'idée de Macron de l'Europe flexible, des plusieurs cercles, etc. La montée d'une droite assez extrême en Suède, par exemple. Ça. Donc voilà, moi je crois que le vrai moteur, c'est la zone euro de toute façon. Mais voilà, Macron ne la fera pas bouger tout seul. Et la position de l'Allemagne est évidemment essentielle. Daniel Cohen. Et qui sera au gouvernement en Allemagne. Daniel Cohen, le mot de la fin. Oui, sur Macron, puisqu'on en parle maintenant, je crois que l'Europe, c'est évidemment une conviction pour lui, mais c'est aussi un calcul politique. C'est la manière de fracturer le camp adverse, à droite et à gauche. Il ne faut pas non plus être totalement naïf. Donc il joue gros là-dessus, parce qu'en effet, en parlant de l'Europe, il sait qu'il empêche une recomposition à gauche et une recomposition à droite, et on voit bien déjà Juppé migrer vers son projet européen. Donc s'il se trompe, s'il ne se passe rien, si au fond, toutes ces histoires, c'est des mots, et puis que dans 4 ans, dans 5 ans, on se retrouve avec exactement la même Europe, une incapacité à se hisser au-dessus de cette crise et produire des éléments nouveaux, et que la seule chose qu'on aura trouvé, c'est je ne sais pas quel gadget pour financer tel et tel programme, à ce moment-là, pour lui, politiquement, tout pourra être renversé comme une chaussette. Et on va dire très bien d'être européen, on l'est, mais c'est aux acquets ce que vous proposez. Donc, la partie est importante pour lui, beaucoup plus peut-être que d'ailleurs il ne le mesure aujourd'hui, et selon, encore une fois, que la pièce tombera d'un côté ou d'autre, les choses changeront beaucoup en Europe, mais aussi en France. Merci beaucoup Daniel Cohen, Christine Ockrent, Gaspard Ganzer et Sylvie Kaufmann d'être venus aujourd'hui pour ce nouveau numéro de l'Esprit public. Merci à Céline Leclerc qui a préparé avec moi cette émission, et merci à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisé. À la technique aujourd'hui, Damien Sangali, Raphaël Rasson, Anthony Thomasson et Tom Delorme. Dans un instant, bien sûr, et comme tous les dimanches, on ne parle pas la bouche pleine d'Alain Krugère pour son déjeuner dominical. Il vous invite aujourd'hui au grand Véfour de la grande époque, celle du chef légendaire Raymond Oliver, père de Michel Oliver, qui régalait notamment les papilles de Jean Cocteau, de Colette et d'Emmanuel Berle. À dimanche prochain avec le grand retour de Wajdi Mouawad, et nous serons également avec François-Xavier Bellamy, Thierry Pêche et Monique Cantos-Perber. Bonne semaine, à dimanche.